Donc si écrire, construire des histoires, ça te permet toi de t'épanouir, bah, c'est déjà top. Maintenant, si tu veux l'étape d'après t'enrichir, bonjour, c'est Rachid Santaki, je suis en interview pour BBH ITV. Bonjour à tous, nouvelle interview dans votre chaîne BBH ITW. Merci à vous, vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur nos réseaux sociaux, que vous trouverez en fait tous les liens pour Instagram, YouTube et TikTok dans la description. Voilà, aujourd'hui on va aborder comme d'habitude un nouveau sujet qui est la langue française. La langue française a toujours été une langue un peu complexe à apprendre, à lire, à écrire. Et qui dit écriture dit aussi orthographe et donc l'exercice de la dictée. Et qui de mieux que Monsieur Dictée pour nous parler de ça et pour nous parler aussi de la littérature française. Bonjour Rachid, merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est un réel honneur. Merci pour l'invitation. C'est un réel honneur aussi pour te renvoyer l'ascenseur. Merci beaucoup, merci Rachid. Qui est Rachid Santaki? Aujourd'hui, je suis identifié comme tu l'as indiqué en tant que Monsieur Dictée. J'anime des dictées avec une singularité qui est la mienne, par le prisme de l'humour, mais sérieusement, et en revenant sur l'étymologie ou les difficultés. Et surtout, je popularise cet exercice. On ne parle pas de dictée et forcément d'élite, mais plutôt de dictée et de public, de tous les milieux, donc rendre ça accessible en fait. Exactement accessible, et surtout faire aimer cet exercice qui, je le conçois, je le comprends, peut-être un trauma, peut-être aussi l'impression aussi que c'est un exercice élitiste. Donc l'idée c'est vraiment de populariser l'écriture et la lecture. Tu as eu plusieurs vies, oui. Rachid. C'est ce qu'on va voir donc petit à petit tout au long de cette interview. Donc on va commencer par ton enfance. Bon, j'ai grandi en région parisienne, avec un parcours scolaire qui s'est bien déroulé jusqu'à l'entrée au collège. Après le collège, c'était un petit peu compliqué de par le contexte familial. Et après, j'ai réussi à aller jusqu'à un bac pro que je n'ai pas eu. Et ensuite, je suis parti travailler. Donc, t'as travaillé très jeune en fait. Non, je pense que j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé, j'ai des petits boulots dès l'âge de 14-15 ans. Je travaillais au marché, des trucs un peu classiques. Et après, j'ai commencé à travailler concrètement. Je suis rentré dans la vie active à 21 ans, ce qui n'est pas tard non plus. Tes premières passions? Oui. C'était quoi? J'ai toujours aimé dessiner, écrire. C'est quelque chose que j'ai toujours. Alors, est-ce que j'ai deux éléments déclencheurs dans mon rapport à l'écrit? Le premier, c'est mon père, qui, lui, vient d'un milieu modeste. Il était chauffeur de calèche. Il est arrivé en région parisienne fin des années 60. Et sa première revanche sociale, c'était d'apprendre à lire et écrire la langue française, puisqu'il avait été renvoyé de l'école à l'âge de 12 ans. Il est rentré dans la vie active à cette époque-là. Donc quand mon père, dès que j'ai eu l'âge, dès que j'étais en âge de lire et écrire, donc pour mon père, dès que tu rentres à l'école, CP, CE1, c'est bon, tu sais lire et écrire, je faisais des dictées à mon père. Donc l'écriture, c'était imposé. Après, il y avait un autre exercice, là c'était un trauma, c'est que pendant les vacances, comme mes frères et moi, on faisait beaucoup de bêtises, notre père nous mettait une pression et on avait un cahier à remplir. On devait copier un livre, il nous laissait un livre et on devait copier avec une belle graphie. Vous copiez des livres en fait en entier? Exactement, mais vraiment, moi c'était quoi comme livre? Je sais pas si tu t'en rappelles. Peu importe, non, parce que tu sais, il avait une grande bibliothèque, donc tu prends un livre et tu copiais, et toi, le seul truc, c'est que tu étais en panique, parce qu'à la fin de la journée, il rentrait à regarder la graphie. Et franchement, c'était compliqué, ce défi. Qui n'était pas un défi pour nous, c'était une punition. C'était une corvée en fait. Exactement. Et donc c'est là en fait paradoxalement qu'est né ton amour en fait pour l'écriture, ou c'est venu petit à petit en fait? Non, je pense que tu sais, je vais te faire une comparaison. Comme dans les Chevaliers du Zodiaque, tu as un personnage qui s'appelle Iki, c'est Phénix, l'île de la mort. Notre père, quand il nous faisait ça, on était sur l'île de la mort. Okay. Donc en gros, moi, ça n'a pas été un plaisir d'écrire, mais en réalité en nous imposant cette pratique. Après, c'est limite, je ne te dirais pas que c'était une pratique, mais ça m'a permis d'avoir une très bonne graphie et de manière sous-jacente de maîtriser l'écriture. Okay. Et après, lorsque j'ai découvert les Marvel avec des personnages complexes, etc., et là je te dis, j'ai même pas 10 ans, j'ai plutôt 8-9 ans, pour le coup, je pense que l'écriture, ça a été une facilité parce que c'était un acquis. Voilà un petit peu la transition. Et après ça,
concrètement, je me souviens, donc c'est drôle parce que ça a touché à mon histoire perso. J'étais très fan de Iron Man. Et Iron Man, dans la version 80, Tony Stark était alcoolique. Et si tu veux, dans mon contexte familial, il y avait aussi ce sujet. Okay. Donc, comme je n'aimais pas les fins, les issues ou certaines choses, je modifiais, je reproduisais en fait les cases et j'imaginais mes scénarios. Donc c'est comme ça. Tu modifies les histoires. Exactement, mais à l'âge de 9 ans, 10 ans. Okay. Et je me souviens même au collège que je reproduisais les planches. Et j'ai même un camarade qui est responsable du SAMU 93 qui m'a dit, il n'a pas retrouvé les planches, mais il avait gardé des planches de cette époque. Et je dessinais très bien. Donc si tu veux, je pense que je me suis construit un univers où j'allais modifier la fin de ces histoires. Donc c'est vraiment comme ça que je suis arrivé à l'écriture. Et pour le coup, toujours au collège, au moment de l'orientation, je me souviens avoir vu la conseillère d'orientation. La fameuse. Voilà, la fameuse. On la charge beaucoup, la pauvre. Et je suis venu avec mes planches en lui disant, voilà, je vais être dessinateur. Et forcément elle n'était pas en mesure de m'accompagner vers cette envie. Et elle m'a vraiment dissuadé, en fait. Elle m'a dit, non, mais c'est pas pour vous, etc., etc. Pourtant, vraiment, je lui ai amené mes dessins. Moi, je pensais qu'elle allait m'aider à m'orienter, ce qui n'était pas le cas. À partir de là, quand on dit que tu ne peux pas réaliser un rêve, ou en tout cas faire ce que tu souhaiterais très fort, tu décroches. Donc après, l'école, c'était l'école pour l'école. Ouais, en fait, tu y allais parce qu'il fallait aller. Voilà, puis il y avait mon père aussi derrière, au-delà du fait que c'était obligatoire. Donc voilà un petit peu le contexte et mon rapport à l'écriture. Donc, ta première œuvre, on va dire, c'était le magazine 5 styles, et pas 5 styles. Exactement, ou inverse. Voilà. Choisi. Donc 5 styles, et le déclic donc, pour lancer ce magazine, c'était quoi? Je reviens sur un point important. Aujourd'hui, avec le recul, mon analyse, c'est que j'ai toujours fait preuve d'agilité. Ce que j'appelle agilité, c'est d'être dans une situation et trouver une solution, soit au pied du mur ou autre. Quand j'ai lancé le magazine 5 styles ou 5 style, effectivement, en fonction de la sensibilité de chacun, c'était une première expérience avec Internet. J'avais un ami qui s'appelle Hicham Ofri, qui avait une idée, tout simplement acheter les noms de domaine rap.fr, hiphop.fr. On est en 2000 et on était précurseurs. Et donc on avait monté une entreprise, on avait Urban Act qui était rentré dans le capital et on avait monté un média. Donc on avait des bureaux, on avait tout. En fait, c'était vraiment avant l'heure Enfin, c'était à l'époque les startups parce que Internet se développait et tu avais pas mal de startups qui naissaient sur la base d'un nom de domaine. Donc tu avais un peu une folie autour de ça. Okay. Et nous, on a été dans cette brèche au moment où la culture hip-hop et la culture rap en 2000 était en train d'exploser. Tu avais la diffusion, la loi sur le quota de musique française avec Skyrock, etc. Et dans cette brèche, naît hiphop.fr, rap.fr, qui va être avorté au bout de 2 ans. Et cette expérience, en fait, ça a été ça a été le tremplin pour aller vers un magazine gratuit, papier. Et ce magazine gratuit, c'était effectivement un magazine diffusé à la FNAC et dans les enseignes Courir. Et donc, pour le coup, c'était un magazine qui traitait de culture urbaine et de sport. Ok. Et ça a duré combien de temps? 8 ans, 71 parutions, 50 000 exemplaires. Ça a commencé en format de 16 pages, 24, et ça a fini en format de 84 pages. Et ensuite, donc en 2011, donc après cette expérience-là de 5 styles, tu as sorti ton premier livre, Des chiffres et des litres. Même pas avant ça. Avant ça. En fait, si tu veux, comme le parcours il est un peu long et il y a eu différentes étapes, tu n'as pas forcément tous les éléments. Mais en avançant dans ce projet de magazine gratuit, je voyais que j'étais dans une impasse, clairement. C'était un magazine indépendant. Le modèle économique, c'était les espaces publicitaires. Et le projet, j'avais loupé le virage, j'avais manqué le virage aux alentours de 2009. Et à partir de 2009, en fait, je me suis posé la question, ça faisait déjà, en tout cas en 2009, plus de 6 ans que je faisais ce magazine, et je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie de faire? Parce que les bouclages, tu sors d'un bouclage, tu rentres avec ton chemin de fer, et c'était une routine et en même temps une pression, une charge mentale assez conséquente. Donc pour le coup, quand j'ai vu, je n'avais pas de perspective et d'épanouissement, et pas forcément l'envie de vraiment
quand tu as dépassé le challenge de boucler un magazine, d'avoir le financement, de faire sa diffusion, et que tu l'as répété un nombre de fois, je me suis posé la question de vraiment mon envie. Et mon envie, je suis revenu sur l'écriture. Je me suis dit, en fait, je voulais écrire. Ta première passion. Exactement. Et c'est toujours ça, tu sais, il faut toujours se poser la question de ce qu'on avait envie de faire à l'âge de 9-10 ans. Et là, je me suis dit, non, j'aimais écrire, j'ai envie d'écrire. Et ce que je voyais, comme j'avais voulu être scénariste plus jeune, je me suis dit, c'est simple, je vais passer par la case roman pour aller vers le scénario. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai commencé à travailler sur j'avais donc travaillé sur un livre qui ne devait pas être forcément publié, c'était plus un truc perso, La petite cité dans la prairie. Ça m'a amené à publier mon premier polar qui s'appelait Les Anges s'habillent en Caïra en 2011. Et c'est là, effectivement, où je sors Les Anges s'habillent en Caïra. Un an plus tard, je sors Des chiffres et des litres. Et ça m'amène dans une autre... je prends une autre voie, tout simplement, qui est celle de la littérature urbaine. Ok, et c'est là où tu commences donc petit à petit à rentrer dans la littérature, pardon. Et en fait, on peut dire, Rachid, que tu es un peu un écrivain autodidacte, parce que tu n'as pas eu peut-être la formation pour... je ne sais même pas s'il y a une formation précise pour être écrivain, mais c'était autodidacte, c'était via en fait, ta passion et tu as monté ça. Je te dirais que... je ne sais pas, le terme autodidacte, je l'ai utilisé il y a longtemps, mais aujourd'hui, je me dis que tout ce que tu fais, ce sont des rencontres. Et tu vois, si tu regardes bien... autodidacte, ça peut donner l'impression que tu t'es formé sur le tas. Moi, je pense que quand tu fais quelque chose, en tout cas quand ça a une résonance, quand ça a une projection, une visibilité, c'est quelque chose qui était là. Donc, je pense même, je te dirais le terme auteur, parce qu'écrivain, je trouve que c'est un peu, pas prétentieux, mais je trouve que c'est un peu galvaudé. Donc, auteur, et pas autodidacte, parce que ce sont les rencontres. Si tu n'as pas l'éditeur, tu ne pourras pas être édité, en tout cas à compte d'édition. Il y a plein d'éléments, donc je pense pas que tu te fasses seul, c'est toujours une histoire de rencontre. C'est toujours une équipe. Exactement. Et pour sortir tes premiers livres, donc, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées, peut-être, et les obstacles? Aucune. Vraiment, non, mais c'est flippant, hein, je t'assure. Aujourd'hui, quand je fais quelque chose, alors en réalité, bien sûr, la première notion, c'est le travail. Tout passe par le travail. Mais comment ça s'est passé? Je sors La petite cité dans la prairie, qui ne devait pas être publiée par les éditions Bordelot. Ça se fait assez facilement. Eux m'accompagnent. C'était pas une finalité, ce livre. C'était vraiment un livre pour moi qui n'était pas mature, mais je voulais le sortir. Tu sais, quand tu veux sortir un premier livre, tu dis vas-y, c'est le point de départ. Ça a été le top départ. Sur Les Anges s'habillent en Caïra, j'ai été accompagné par un éditeur qui s'appelle Hector Paoli, qui lui est parti maintenant dans la musique. Je crois qu'il fait du rock ou un truc comme ça. Lui m'a vraiment accompagné. Et la rencontre, elle est ouf parce que c'est un autre auteur qui s'appelle Karim Madani, qui me dit ouais, il y a un éditeur qui voudrait me publier, je crois qu'il a envie de te rencontrer parce que tu habites Saint-Denis, tu as des histoires intéressantes, il a vu que tu faisais le magazine Firestyle et tout. Et Karim me présente ce mec, et quand il me présente Hector, en échangeant, on se voit, on prend un café, mais tu vois, on prend vraiment le temps d'échanger. Je dis ouais, j'ai été éducateur de boxe, je vis à Saint-Denis, j'ai plein d'idées, je veux jouer sur la réalité et la fiction. Et le mec, quand je lui pitch une première idée qui part de faits réels, il me dit vas-y. Donc tu vois, j'ai même pas eu de difficulté. Et je lui envoie une première... C'était le feeling en fait, c'était une histoire de feeling. Ouais, c'est une histoire de feeling. Et après, l'anecdote, alors c'est pour ça que je te précisais le travail, c'est quand le mec me dit vas-y, envoie quelque chose, on va lire, on va voir, sans s'avancer, tu vois, il était très prudent. Et lui, il savait, je crois qu'il avait capté que j'étais un peu impulsif. Mais moi, je lui envoie un livre. Et je lui dis, tu l'édites quand? Il me dit non, mais en fait, il y a un travail à faire, on va reprendre le taf et tout. Et donc, je travaille une deuxième fois sur cet ouvrage, donc j'ai réécrit une deuxième fois, ça prend des mois. Et je lui envoie et je lui dis c'est bon, on édite quand? Je dis non. T'étais pressé. Ouais, mais pour moi, je croyais que c'était une lettre à la poste, et pas du tout. Et troisième fois, on travaille, et là, on commence à avoir quelque chose. Et il me fait travailler, mais comme un coach sportif. Et on commence à muscler le texte, et il me fait de vrais retours. Et donc, on construit ça. Donc, j'ai pas eu de difficulté, j'ai été accompagné par une personne, et après, sur le marketing, j'ai déployé mes ressources et mon expérience, l'expérience acquise avec Firestyle et toutes les autres. J'ai fait aussi du street marketing. Donc, j'ai pas galéré pour être édité. Une fois que le livre est sorti, ça m'a ouvert d'autres portes. Et je pense que même ma difficulté, c'était de m'arrêter après, parce qu'après, j'ai écrit, mais j'écrivais... c'était de la folie, en fait. J'étais dans une frénésie. Et d'ailleurs...
j'arrivais, je crois en participant à des nouvelles, à des livres, à écrire 2-3 ouvrages dans l'année. Parce que t'imagines, donc j'ai pas rencontré, de mon point de vue, de frein. Je n'ai pas eu de frein. Par contre, j'écrivais, je kiffais ça et j'écrivais beaucoup. Et après, je retravaillais les textes. Tu étais en fait un acharné de travail. C'est exactement acharné de travail, c'est le bon terme. Voilà, exactement. Un acharné, tu produisais en fait. Exactement. Tu produisais sans compter. Et effectivement, en fait, quand il y a du volume, à un moment donné, ça va marcher en fait. Et exactement, ça va prendre, mais quand je dis marcher, c'est d'être publié, et derrière, après, tu dois faire des salons, des rencontres, etc. Et je pense, les rencontres, tout à l'heure, quand tu parlais du côté autodidacte, ce sont les rencontres qui m'ont permis de me canaliser et d'apprendre aussi, parce qu'au début, tu t'es dans une énergie, et l'écriture, c'est particulier. L'écriture, quand tu as l'opportunité de pouvoir exprimer des choses, imaginer des histoires, ça ne s'arrête plus. Ouais. Après, en fait, peut-être le but, tu as beaucoup d'imagination, et le but, c'est de canaliser tout ça et d'en sortir quelque chose qui est structuré, et qui attire en fait les lecteurs aussi, parce que c'est ça le but, que ça soit publié. Ouais, mais je te dirais qu'une fois, tu sais, quand j'ai sorti Les Anges à Biancara, quand j'ai sorti Des chiffres et des litres, en fait, tu as une communauté de lecteurs qui te suit. Donc cette communauté, elle est avec toi, et tu as tout type, tu peux avoir des enseignants, des gens qui viennent d'autres périphéries que Saint-Denis, etc., etc. Pour revenir un peu à ta jeunesse, Rachid, un livre qui t'a marqué? Un livre qui m'a marqué, Le Horla. Le Horla, parce que je crois que dans les livres, si tu veux, j'étais très bande dessinée, et dans les livres que j'ai pu lire, cette nouvelle du Horla, du mec qui ne sait pas si il y a un esprit ou c'est lui qui pète les plombs, c'est quelque chose qui m'a marqué et qu'on peut adapter. Un livre à conseiller? Je te dirais, mais c'est un classique, c'est un peu rébarbatif. Ne dis pas L'Alchimiste, Paulo Coelho. Non. Moi, je te dirais Les Misérables. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, quand tu lis Les Misérables aujourd'hui, avec du recul, en tant qu'adulte, c'est hyper puissant. Tu as des passages dans le livre où Victor Hugo te pose des personnages et les pose super bien. Et quand il pose Jean Valjean, il le fait avec des phrases, il y a une forme de cynisme quand il le présente, c'est assez sec. Et t'explique que Jean Valjean, il aidait sa sœur, que parfois on lui piquait le bout de viande, t'as Fantine, la mère de Cosette, qui l'abandonne, et t'as des trucs, des descriptions, je t'assure, c'est fort. Donc Les Misérables, après dans les livres, chacun y trouvera à boire et à manger. Mais après je réfléchis aux ouvrages, non, t'as tout type de lecture. Est-ce que tu es d'accord, Rachid, avec les gens qui disent que pour passer un cap sur le plan intellectuel, on a besoin de lire des livres? Alors, c'est pas uniquement une histoire de cap intellectuel, c'est aussi, j'avais participé à une table ronde sur la lecture, l'impact de la lecture. Et je ne parle même pas de l'écriture. En fait, tu as deux courbes. Le fait de lire, ça te permet de stimuler ton cerveau. Et pour les personnes âgées, en fait, tu as la courbe qui va descendre. Donc pour les personnes âgées, quand tu lis, la courbe, elle reste fixe. Et ça t'immunise contre des maladies, puisque tu fais travailler ton cerveau, Alzheimer, etc., à démence et tout. Pour les plus jeunes, aujourd'hui on est sur un sujet de tablette, tu as des parents qui donnent des tablettes aux enfants, parce que tu vas pouvoir faire défiler, etc., puis l'enfant va être calme. Le truc, c'est que tu vas capter l'attention. Pour l'enfant qui va lire, en fait, la courbe, elle monte. Donc pour le coup, en termes de développement, et ça c'est une courbe au niveau du cerveau, donc en termes de développement, c'est important. Et ensuite, tu as les enjeux du nombre de mots, ton vocabulaire, tu as les enjeux aussi de savoir lire. Savoir lire, tu vas développer ton imaginaire. Savoir lire, ce n'est pas aligner des mots. Savoir lire, c'est activer ton cerveau. Quand tu es en position devant un écran, on te suggère, tu as des images, tu as du son. Quand tu lis, tu fais travailler ton imaginaire. En fait, tu as deux positions. Je regarde un écran, et je suis là, je reçois, je lis, je suis là, je vais imaginer la scène. Donc en termes de développement intellectuel, c'est important. C'est très puissant. Ouais. S'il y a un jeune qui veut se lancer dans l'écriture, qui veut devenir écrivain ou auteur, d'accord. Tu n'as pas beaucoup le mot écrivain, on va dire. Non, j'ai pas de souci avec écrivain. Quel serait ton conseil? Je ne sais pas, parce que pour le coup, j'ai des gens qui me contactent, qui écrivent leurs livres et qui sont jeunes ou moins jeunes. Je pense que c'est des parcours personnels. Ouais. Si tu écris, si tu ressens ce besoin d'écrire, déjà tu vas exprimer quelque chose. Et c'est une course de fond.
c'est une course de fond l'écriture, donc peut-être qu'au départ tu auras une activité pro à côté, ce ne sera pas ton activité alimentaire. Et si tu partages, tu construis ta communauté, tu grandis en tant qu'auteur, en publiant de plus en plus, mais surtout en termes d'audience, fais-toi ton kiff. Après, peu importe, en réalité, je te dirais que la première chose, quand tu écris, c'est ta satisfaction personnelle et ton épanouissement. Je dis souvent que mettre des mots sur les émotions, ça nous permet d'évacuer. Donc si écrire, construire des histoires, ça te permet toi de t'épanouir, bah, c'est déjà top. Maintenant, si tu veux l'étape d'après t'enrichir, ça demande d'avoir vraiment les ressources. Et aussi, et ressources, je ne parle pas uniquement de l'équipe, en fait, la maison d'édition, etc. Mais toi aussi, d'avoir les ressources et te projeter. En fait, voilà. Mais tu as des gens qui le font très bien. Tu as des gens qui veulent écrire, se mettent à écrire, publient, et ça se fait de manière naturelle. Et qui connaissent le succès. Et quand je dis le succès, c'est une audience qui leur permet de pérenniser. Donc après, tu as différents modèles chez les auteurs. Tu as les auteurs qui vendent assez de livres pour en vivre et qui vont faire des salons, tu as tout un mécanisme. Tu as les auteurs qui ne vivent pas de leurs ouvrages, mais qui font des ateliers à côté. Et puis tu as d'autres auteurs qui développent d'autres projets. Et des auteurs aussi qui sortent des livres et, en fait, et ces livres deviennent célèbres après leur mort. Les succès posthumes. Ouais, oui, je pense que c'est assez logique aussi parce que ça te permet, quand une personne n'est plus là, ça te permet de la sacraliser. Ouais. Quand elle est là, tu vas voir qu'elle est comme toi, tu vas dire, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est le mythe comme la projection, comment on crée un mythe. Un mythe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Donc la personne qui est morte, elle est sous terre et on se dit, waouh, c'était mortel ce qu'il faisait. Donc là, on a balayé un peu ta vie, Rachid, d'écrivain. Là, on va aller dans ton activité principale maintenant, qui est la dictée, Monsieur Dictée Géante. Pareil, l'idée, elle est venue comment? Alors l'idée, elle est venue comment? L'idée, elle est improbable. En avril 2013, j'ai Jamel, ancien manager de CFU, qui me contacte et qui me dit, la ville de Clichy, elle voudrait que tu lises la dictée. Je le cite parce que c'est vraiment... Jamel, c'est un super bon gars et surtout, c'est quand même le point de départ de cette dictée. Et qui me contacte et qui me dit, voilà, on voudrait te faire lire la dictée à Clichy-sous-Bois, puisque tu avais dédié à Ziad Ebouna, paix à leur âme, ton livre qui était Flic ou Kaira. Et j'y vais, j'arrive en retard. Je me rappelle de ça, ça roulait mal. Et quand j'arrive, on fait ça dans un lycée à Clichy-sous-Bois. Et j'ai une bibliothécaire qui me fait relire le texte, qui me dit de ne pas oublier les liaisons, elle met la pression. Et je lis la dictée devant une 50aine de personnes. Et je publie ça sur les réseaux. Et à partir de là, il y a un acteur associatif qui prend contact avec moi, Abdellah Boudour. Il me dit, ouais, je kiffe ce que tu fais, j'ai lu tes livres, nanana. Et il me dit, j'aimerais bien faire ce que tu as fait, une dictée, tu crois que c'est possible? Je dis, ouais, normal. Donc on se voit, je lui dis, bah vas-y, on va appeler ça dictée des cités, tata. Et ce qui est drôle, c'est que dans cette idée de dictée, je la ghettoise. Je l'appelle dictée des cités. Tu vois, c'était parce que les anges savaient un Kaira, déchiffrer des leads, flics. Tu sais, j'avais un truc. Ouais, j'étais dans. On aurait dit que dans ma tête, j'étais enfermé dans une cité. Alors que, donc, on a fait la dictée des cités. En fait, on organise donc. L'idée, c'est on fait une dictée chez lui à Argenteuil et on fait une dictée à Saint-Denis. On fait la dictée à Argenteuil. J'active tout mon réseau média. On a 20 minutes qui nous fait une couverture. Mais réellement, le 20 minutes nous a vraiment fait la promo de cette dictée. J'ai Radio France qui relaie aussi, qui annonce l'événement. Et le jour J, on a 250 participants. Nous, on en voulait juste 40. On avait la contrainte de l'appui, etc. Ça cartonne. Et à l'issue de cette dictée, je dis, Abdellah, tu sais que, en fait, il y a quelque chose avec la dictée. Lui, il y croit pas trop. Parce que lui, il vient de Force des Mixités, c'est de la denrée alimentaire, il accompagnait, il était plus dans l'associatif, pas forcément à la culture. Et la deuxième dictée, on l'a fait à Saint-Denis. Et je me suis dit, cette fois-ci, ça va être le moment de vérité, dans le sens où, est-ce que la promo relayée par tous les médias qui ont été vraiment bienveillants pour le coup, et en plus, tu vois, même avec l'appellation dictée des cités qu'on jouait le jeu, c'était le moment de vérité. Et le jour J, on le fait pendant octobre, c'est les vacances scolaires, les structures ne sont pas informées, je me dis ça va être un flop. J'ai plein d'anecdotes sur cette deuxième date, et finalement, pareil. On a 200 personnes, ça fonctionne. Et là, je me dis, ah ouais, il y a un truc à faire. Et on développe ça. On va partout. On va à Strasbourg, à Haute-Pierre, avec les acteurs associatifs. Je pense à Déclic à l'époque. On fait Nantes avec Faites le Mur. On fait
on fait Rennes aussi, Marseille, et on fait un tour de France avec la dictée des cités. Et pendant 2 ans, on développe ça à la Courneuve aussi, avec Kasso Assad, avec différents acteurs, et à chaque fois, on a du monde. Et ça devient une référence. Et la dictée commence à revenir au premier plan. Alors, avantage, inconvénient. Avantage, c'est un peu notre spontanéité, à nous deux, nos deux profils dans ce projet. Inconvénient, et ça on me le disait, on me dit pourquoi vous l'avez appelé dictée des cités? Pourquoi vous n'enfermez, vous limitez à dicter à la cité? Et moi je me disais, tu sais, j'étais dans mes trucs de 93, un peu comme un ami McTayer, on était très, on revendiquait notre territoire, on s'enfermait. Mais parce qu'aussi c'est un truc de, il y a un truc, je pense qu'on est chauvin au départ. Quand t'es jeune, t'es, ouais, 93, tu sais, le truc est hallucinant. Je suis sorti du 93, mais c'est psychologique, hein. Je suis sorti du 93 grâce à mes livres. Sinon, pour moi, c'est le 93 et le reste du monde. Ok. Tu t'es enfermé en fait dans ta cité. C'est pas cité, parce que où je suis, c'est pas une cité. Oui. Mais tu sais, il y a un côté tampon département. Je te parle vraiment du département. Il y a un truc de fierté et tout. C'est très, c'est contradictoire. Et à partir du moment où je publie les livres, je sors. Mes livres se passent où à ton avis? Tu l'as compris. Dans le 93. Ouais. Et quand je sors mes romans policiers, je te dis, je sors de ce territoire, ben je découvre la France. Et moi, le truc, c'est vrai que, à part jeune, c'était le 93, le Maroc, tu faisais tes allers-retours l'été, les vacances, le truc caricatural et tout, bah, la France, tu la rejetais. À partir du moment où j'ai commencé à bouger, ben, j'ai eu un autre regard sur mon pays. Parce qu'en plus, tu vois, je suis français, donc c'est clair. Et les rencontres aussi. Et d'autres auteurs policiers dans le roman, d'autres auteurs de polar, donc qui faisaient du roman policier, des médiathèques, des salons du livre, des gens aussi, des habitants de toute la France. Et pour le coup, ça m'a... Ça t'a ouvert les yeux. Ouais, ça m'a ouvert les yeux, mais surtout, je me suis dit, ah ouais, j'étais vraiment un mec limité. Et la dictée, c'était aussi ça. La dictée des cités, c'était ce format. Donc ensemble, on a fait pas mal de dictées. Et puis un jour, on s'est séparés. On s'est séparés pour diverses raisons. Et je voulais mener ma dictée. Et ma dictée, en fait, c'était un peu à l'image de ce truc que j'avais fait, de cette démarche avec les romans. Au départ, mes romans policiers, c'est une revendication de ton département. C'est un truc dans lequel tu es enfermé. Et tu ouvres les robinets. Et en ouvrant les robinets sur le format dictée géante, bah, le truc, il a pris une autre dimension. Tu es croyé à ce projet-là, et donc ton premier associé, si on peut l'appeler comme ça, donc lui, il a laissé tomber. Non, il n'a pas laissé tomber. En fait, non, notre bruit, c'est très simple, c'est un dépôt de marque. Voilà. Il a déposé la dictée des cités, pour ça, j'en ai jamais parlé. Bon. Il dépose la dictée des cités à son nom. Il y a des antériorités, donc il ne pouvait pas le faire. Mais en même temps, quand il fait ça, je me dis, écoute, si tu as déposé la marque, tant mieux. Parce qu'en fait, j'ai pas la même vision. J'ai plus cette vision. Donc chacun fait sa vie. Et quand je développe la dictée géante, je le vois en grand. Et quand je te dis je le vois en grand, je le vois plus uniquement un truc limité au quartier. Je le vois pour tous les Français. Tout le monde, ouais. Et à partir du moment où je me retrouve à faire ça, c'est une autre dimension. Et pour le coup, j'enchaîne ce que moi je vais appeler des coups. Ce que j'appelle des coups, c'est faire le Stade de France, faire une dictée avec Thomas Pesquet pendant qu'il est dans l'espace, faire la dictée des Champs-Élysées avec Ubi Béné, le comité des Champs-Élysées, faire la dictée pour le Festival du Livre de Paris au pied de la Tour Eiffel, faire la dictée récemment au Petit Palais, et j'en passe. Hein. Je te parle même pas du Tour de France des maisons d'arrêt avec la Fondation M6. Donc j'ai fait de la dictée En fait, la dictée, c'est devenu un espace. Je ne parle pas de la langue française, de toute sa richesse, ça on pourra en parler par la suite, mais toute mon expérience Firestyle, de communication, éditoriale, je le déploie dans cet espace. Et à partir de là, ça devient un terrain de jeu. De toutes ces dictées, Rachid, as-tu une anecdote J'en ai plein. Moi, je pense que la plus touchante, c'est un petit... et qui était en ce qu'on appelle en IME. C'est quoi? Et IME, c'est des structures qui accueillent les enfants en grande difficulté. Et donc, notamment, qui sont dans des contextes familiaux compliqués, ou alors aussi avec des troubles, etc. Et l'idée, c'est de les remobiliser et de les accompagner dans leur scolarité. C'est un enseignement spécialisé. Et Selma, qui est donc une enseignante, m'avait contacté. Et j'avais fait un appel à une classe d'enfants en IME.
Et dans cette classe d'enfants IME, tu as un petit qui, pour le coup, est venu au Stade de France. Et son histoire perso, elle m'a marqué. Je ne peux pas la dévoiler parce que c'est son histoire perso et on ne sait jamais, il peut tomber sur cet entretien parce qu'il a grandi depuis. Bah, j'ai demandé aux 1000 personnes présentes au Stade de France de l'applaudir et je donnais son nom, son prénom. Okay. Et en fait, il en a pleuré, alors que lui, il avait vraiment l'écrit, c'était très difficile. Ça a fait sauter quelque chose. Elle m'a envoyé un message, mais le message, quand je l'ai fait lire aux gens, les gens étaient touchés. Tu vois, c'était un truc de fou. Bah, moi, je trouve que c'est dingue, en fait. Que juste citer, donner un prénom et demander à 1000 personnes de l'applaudir et que le petit soit ému en termes de valorisation, tu vois, il a reçu toute l'énergie des gens, bah, c'est puissant. Après, des anecdotes, j'en ai plein. Avec Thomas Pesquet, ça s'est passé Thomas Pesquet, ça a été très simple. Ouais. Thomas Pesquet, ça a été une rencontre avec le musée de l'air et de l'espace qui me propose de faire plusieurs dictées. Je leur dis OK, et un peu comme un défi, le musée de l'air et de l'espace, en tout cas les équipes me disent, et si on faisait une dictée avec Thomas Pesquet? Je leur dis, si vous faites une dictée avec Thomas Pesquet, j'arrive tout de suite, je suis à votre service. Voilà. Et c'était une blague, c'était un défi, ouais. Mais blague à part, le musée de l'air et de l'espace contacte l'Agence spatiale européenne, et l'Agence spatiale européenne a tout de suite valide le projet. Que pour le coup, moi je travaillais chez France Culture. France Culture, bah, derrière, c'est un vrai partenaire, c'est Radio France. Et ça s'enchaîne. Donc eux valident, le musée de l'air et de l'espace, cette idée, elle se fait. Et Thomas Pesquet, c'est parti depuis l'Agence spatiale européenne. Depuis la station spatiale. Voilà, donc lui, il était dans l'espace. Pour raconter un peu aux gens comment ça s'est passé, donc Thomas Pesquet était dans l'espace. Ouais. Pour vulgariser un peu, il est dans l'espace. Et donc c'était un live où... En fait, il vient, c'est une vidéo, il est là. Et en fait, c'est une vidéo préenregistrée. Exactement. Okay. Et il est parce que la communication elle est hors de prix, tu vois. Il a raffolé des sacrés sponsors, exactement. Donc il fait une vidéo où il arrive, tac, sa tablette, il explique pourquoi il est partenaire de cette opération, avec le musée de l'air et de l'espace, avec France Culture et la dictée géante. Et c'est parti, il fait la première lecture. Et tu as 500 personnes sur le tarmac du musée de l'air et de l'espace qui font la dictée à partir de cette vidéo. Donc première lecture, on se met le texte dans l'oreille. Et ensuite, deuxième lecture, je lis, mais c'était... Et on a 186 médias qui ont relayé. 186 médias. Même des médias russes, tout ce que tu veux. Enfin, c'est hallucinant. Donc cette anecdote, elle est complètement dingue. Même aujourd'hui, je veux dire... tu peux faire une dictée où tu veux, je pourrais te dire, mais il n'y a plus rien qui peut me surprendre, parce que une dictée, depuis l'espace, ça date de 2022. Donc ça s'est fait très simplement. Et je pense que ça, c'est même pas assez souligné. Je le banalise parce qu'après ça fait déjà 3 ans, mais c'était dingue. C'est fou. C'est fou. Franchement, l'idée, il faut le dire. Ouais, ça s'est fait. Tu vois, c'est une histoire de rencontre. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais, même si on parlait d'auteur, rien ne se fait seul. Tu peux pas, ça n'existe pas. Ce sont des rencontres, et voilà. Donc ouais, cette dictée depuis l'espace, c'était incroyable. Et après, aujourd'hui, même la dictée géante, de voir d'où ça part avec la dictée des cités sur un truc qu'on veut faire. Et sur un malentendu, on mobilise les gens et on arrive à ça. Tu dis c'est dingue. Mais derrière tout ça, il y a une histoire. Oui. Et c'est là où c'est... Tu vois, je t'en parlerai après, mais je faisais les dictées à mon père quand j'étais petit. Et ça, moi, je l'ai occulté. Ok. Et quand mon père, je suis en CP, CE1, le samedi après-midi, je suis censé m'amuser. Et il me ramène un livre et il me dit, tu me fais la dictée et je dois lire la dictée à mon père. Je l'ai reconnecté, ça, je sais pas, ça fait maintenant 4 ans. Un peu plus de 4 ans. Un jour, mon père me dit, c'est grâce à moi que tu fais des dictées. Je dis, pas arrête de dire n'importe quoi, tu vois. Tu vois, c'est un peu le père, tu dis. Et en fait, non, il me dit, mais tu te rappelles pas, etc. Mais sérieux, tu vois, parce que c'était quelqu'un de dur. Et effectivement, je me dis, truc de ouf. En fait, il a raison. Qui faisait la dictée. Ouais, qui lisait la dictée à mon père, parce qu'il voulait apprendre la langue française. Je me rappelle même d'anecdotes quand il m'a dit ça. Je me suis rappelé de choses. Tu sais, je faisais un truc, et c'est là, je me disais, c'était une galère, mon père. Quand je lui lisais la dictée, tu sais, des fois, il me disait, ça veut dire quoi ce mot? Okay. Et moi, tu vois, j'avais la flemme d'ouvrir le dictionnaire et de lui lire la définition. Je disais, ça veut dire ça, mais je balourdais la définition. Et il la connaissait, donc il ouvrait le dictionnaire, tu fous de ma gueule. Oui, je suis Bud Spencer. Des claques, non, mais voilà. Donc, quand tu raccordes tout est lié. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure quand tu me posais la question des conseils. On a une trajectoire. Et on a des rêves si on a des rêves à 8, 9, 10 ans, ce n'est pas pour rien. Et tu regarderas toujours.
il y a toujours une histoire d'héritage. Ça peut être un parent, donc nos parents, le père, la mère, ou carrément un oncle, une tante, ou un ami, quelqu'un qui nous a transmis quelque chose. Et ça, c'est super important de pouvoir être à l'écoute. Et soit tu vas pouvoir t'accomplir et te réaliser parce que tu vas te reconnecter à ça et pour le coup ça va devenir une motivation, soit tu passes à côté et ta vie sera autre chose, un peu importe. L'essentiel c'est que tu aies la santé. Voilà exactement, tu aies la santé, c'est pas le cas que tu puisses avoir la combativité. Voilà, c'est chacun son histoire. Moi j'ai une petite demande, Rachid. Vas-y, dis-moi. Voilà, un petit exercice, un petit défi. Avec plaisir, vas-y. Tu connais, nous, les noms de nos villages alsaciens? Ah non, c'est des noms propres, tu peux pas, voilà. Je refuse. Vas-y. Non, on va le faire, tu vas essayer. Vas-y. C'est des noms propres, hein, c'est pas valable. Mais on va essayer, vas-y. On m'a jamais fait ça, on m'a fait la dictée de mérimée, tout ce que tu veux. Ah voilà, non, là c'est... Toujours on est dans l'innovation ici. Ah ouais. Alors, en plus, je parle pas allemand. J'ai 3. Mais tu vas me faire des propositions, rassure-moi. Vas-y. Tu vas essayer. Non, tu fais 3 propositions, vas-y. T'as 3 tentatives par nom. Vas-y. Allez, on va dire. Non, impossible. Non, moi je te propose un truc. Tu me donnes 3 orthographes et il y en a une qui est bonne, c'est plus facile pour moi. Allez, ok. Vas-y. Donc on a 3 noms. Vas-y. C'est les plus lents. En fait, c'est les noms les plus lents, je crois, de villages en Alsace. Alors, le premier. Il est où le clap? Bon, le plus facile. Vas-y, attends. Vas-y. Donc c'est Breusch-Fickersheim. Ok. Qui veut dire quoi? Bon, d'où vient ce village? Non. Ou cette ville? Bon, c'est un village. Okay. C'est un beau village. Tous les villages sont beaux. Okay. Alors, Breusch-Fickersheim. Alors, ça se crie comment selon toi? Ah non, mais propose-moi. Je pense qu'il y a un BRU. Non? BRU? Ouais. Non. Vas-y. Alors. Propose-moi 3, je vais trouver la bonne version. Ok, donc, bon, allez, on va pas partir sur le BRU. Donc, BRU, CH, BRUCH, VI, CKER, SHEIM. Allez, je vais faciliter. Le Saim à la fin, c'est toujours la même, c'est SHEIM. Voilà, ça c'est facile. Voilà, cette partie. Et ça veut dire quoi? C'est de l'allemand, non? C'est de l'allemand. Ah, ça veut dire maison, je crois. Ok, d'accord. C'est ça, Ophélie? Voilà. Ok, ça veut dire maison. Donc, ou bien BREUSHIW. Merci, bien joué. Voilà. Vas-y. Je t'écoute. Attends, redonne-moi la première orthographe. Donc, la première. Ouais. BR. Ouais. UE. Ouais. S. Ouais. C. Ouais. H. Ouais. V. Ouais. I. Ouais. K. Ouais. E. R. Et Saim, donc S-H-E-I-M, ça change pas. Voilà, ça change pas. Breusch-Fickersheim. Breusch-Fickersheim. Ok, vas-y, après, la deuxième. La deuxième. B-R-E-U-S. C-H. Ouais. W. Ouais. I. Ouais. C. K. E-R. Saim. Ok. Et la troisième? Et la troisième, qui est la correcte, je rigole. Donc la troisième, c'est B-R. E. Ouais. U. Ouais. C-H. Ouais. W-I. Ouais. K. Ouais. E-R. Ouais. Saim. Ok, alors attends. Tac, tac. Avec l'accent, c'est mieux. Breusch-Fickersheim. Ah ouais, t'as juste un S-H. On joue sur quelques trucs. Ouais, c'est pas grand-chose. Je dirais la troisième... Enfin, attends. Est-ce qu'on a le SCH? Il ressort 2 fois. Ouais, je sais pas. Je dirais... Je connais pas cette ville, c'est dommage. Vickersheim. Non, ça doit être la deuxième. Ah, purée, Brush. Ouais, je dirais la deuxième. Bravo. C'est bon? Ouais, ah, ok, c'est la deuxième. Tu sais pourquoi après, c'est un nom propre, hein, c'est difficile. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est le Brush-Vicker. Je me suis dit un CK. Ouais, un CK. C'est bien la deuxième? Ouais, c'est la deuxième. Purée, je vais te faire un COD, après tu vas pas t'en sortir. Après tu vas venir comme ça me mettre des pressions. Allez, la deuxième, on fait juste 2. Elle est facile? Allez. Non, plus... oui, c'est long, tu m'as dit, vas-y. Bah oui, la plus longue. Je crois que c'est la plus longue. Mittelschaffolsheim. Vas-y. Donc, les propositions. M-I. Ok. 2-T. Ouais. E-L. Ouais. S-C-H. Ouais. A-E. A-E.
2F, 2F, O, L, ouais, Saim, donc pareil, hein, ouais, S-H-E-I-M. ok. Mittelschaffolsheim. 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 Ok, purée. L'interview la plus incroyable. Alors, ou bien M-I, Ouais, un seul T, ouais, E, ouais, L, ouais, C-H, ouais, A, ouais. F, O, Mittelschaft. Ok. F, Ah oui, F, ouais. O, L, Un seul F, c'est ça? un seul F. Ok. O, L, C'est S-H-E-I-M. O, L, S, H, E, I, M. Ok. Voilà. Et après? Et après, donc, la troisième proposition. Ouais. Donc, Mittel, M-Y, M-Y. Ok. 2T, Ouais. E, L, Ouais. S et H, Ouais. A, Ouais. 1 F, Ouais. Olsheim, O-L-S-H-E-I-M. Et je vais te dire, c'est la première. Ma supposition, c'est parce que tu as un S-C-H. Ouais, À toujours un Mittelschaffolsheim et 2F. Ouais. Voilà, Je me trompe ou pas? c'est la première. Ok, ouf. Voilà. Donc, Des allez. noms propres hein, quand même, je m'en Ah suis oui. bien sorti là. Ah ouais, c'est en bon. plus, c'est des noms Non, parce de qu'on m'a village. fait des trucs, on m'a fait quoi? On m'a fait extrait de mes rimés, on m'a fait du COD. Non, je t'assure, on m'a Ah ouais. fait des trucs, mais là, j'avoue, tu Voilà. m'as mis en difficulté. Voilà. Et la troisième, ça va être le piège, vas-y. Alors, allez, la troisième, c'est Soufelversheim. Souffel. 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 Allez, celle-là, devine. Souffel. Souffel. Ouais. Allez, Souffel. Soufelversheim. Weiersheim. Weiersheim. Ok, je vais essayer, hein, mais. Vas-y, essaye. Souffel. Je te dis- Comment t'imagines quand on l'écrit? Souffel Weiersheim. Sou. Mais c'est Souffel. C'est pas un chou, c'est sou. Non, Ok. sou. Non, c'est sou. Souffel Weiersheim. Donc il n'y a pas d'un un, je dis un, mais c'est le sou. Ouais. Sou, ok, bah je dirais. Attends. Sou. Ah ouais, non, j'ai. Sou. J'ai un doute, mais je t'aurais dit Souffel. J'aurais dit. Là, je l'écris S-O-U, mais moi, je pense à un S-U-E. Non, c'est S-O-U. C'est S-O-U, ok. Ouais. Bah après, normalement, c'est bon. S-O-U, 2F, E-L, W-E-I-R-S-H. E-Y. Ah, il y a un Y. Oui. E. Attends, où ça? S-O-U, 2F, E-L, W-E-Y. E-Y. R-S. E-Y-E. Ah ouais, d'accord, Voilà. ok, purée. R. Ah, je vais les apprendre par cœur, ok. Ouais. Bon, moi, je me suis trompé. Ok. Ouais. Ah ouais, c'est des vrais Ouais. C'est Ah les oui. plus longs? Ouais, en fait, je crois que Mittelschaffolsheim, c'est la plus long, c'est le nom le plus long. Après, il y a Souffel et Breuchwickersheim aussi. Je crois qu'il y a, c'est plus de 20 lettres. Ah ouais, tu m'as Pardon, mis KO. Voilà. Merci. Merci à toi, Rachid. merci. Bon, juste pour reprendre donc un peu. Donc, on l'a bien compris, Rachid, tu as pas mal de projets. Comment tu trouves l'équilibre entre toutes ces activités-là? Après, moi, la famille, c'est ma priorité. Et même, je te dirais que j'ai l'impression que je suis dans la série Top Boy. Il y a un épisode de la famille. Ouais. Je pense que ce que je fais, je le fais pour la famille avant tout. Tu vois, c'est aussi, il y a une forme d'émancipation grâce au travail et par le travail. Après, faut-il que le travail ne soit pas précaire. Donc, avant tout, la famille, c'est ma priorité. D'avoir des beaux moments en famille, d'avoir des moments en famille, et le reste, le travail, en fait, je le case très tôt le matin. Forcément, les fins de semaine, je travaille, puisque c'est les moments où les mercredis, samedis, dimanches, je suis à des dictées, mais je travaille beaucoup moins qu'avant. En fait, tu vois, je travaille, je dirais aujourd'hui avec l'expérience, plus de manière chirurgicale. Je suis très précis. T'es sharp, on va dire. Exactement, efficace, il y a plus de... Et je pense que j'ai fait le plus gros. Okay. Le plus gros, c'était d'écrire des livres, des scénarios, de proposer des projets, d'organiser des dictées. Et aujourd'hui, ma principale activité, c'est la dictée, de faire de la formation. Donc ça reste... tu vois, je trouve que c'est dense, mais ça reste quelque chose d'assez équilibré. Okay. Qu'aimerais-tu qu'on retienne de ton parcours, Rachid? Rien du tout. J'ai aucune demande. Non, j'ai même pas de... Ouais. J'ai même pas de... Si on ne peut retenir que... Voilà. Qu'une seule chose.
Est-ce que c'est la dictée? Est-ce que Même c'est pas, ça, j'ai même pas. style En fait, je sais pas comment. C'est bizarre hein, ce que je veux dire. Tu sais, ça fait un peu fumiste, le mauvais élève qui est au fond de la classe, qui a pas de projet. Ouais. Mais j'ai pas d'attente vis-à-vis des gens. Tu vois, même en fait, je vis et je kiffe ce que je vis et point barre. J'ai Ok. pas de. Ouais, t'attends pas en fait que les gens soient, je sais pas moi, heureux ou satisfaits de ce que tu fais. Enfin, tu fais pour toi. Ouais, voilà, exactement. C'est très juste. Voilà, je pas plaisir. fais ce que j'aime et j'ai pas d'attente vis-à-vis des gens. Mais c'est pas du tout un. Tu sais, c'est pas un propos genre les gens déçus ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai pas d'attente. Et finalement, Rachid, est-ce que tu as aimé cette interview? Ouais, c'était cool, c'était marrant. C'était cool. Franchement, ouais, c'est. Léger. Ouais, c'était. C'est pas que la question du léger parce qu'on parle du parcours, mais je trouve que c'est une bonne approche. Après, on revient forcément la dictée. On parle de l'origine de la dictée, etc. Mais ouais, c'était pas mal. Après, les noms propres, je suis pas d'accord, mais vas-y, tranquille. C'est pas grave. C'est mon point de vue. Merci beaucoup, Rachid. Je t'en prie, merci. Merci. Merci à toi et à toute l'équipe. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve à la prochaine interview. Merci. Au revoir.